Salut à tous. À 23h47 mardi soir, il s'est produit dans le nord d'Israël quelque chose contre lequel je m'étais en garde depuis près de 2 ans et que l'establishment politique à Washington a refusé de prendre au sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que cela compte encore. Naturellement, dans l'école de gestion de crise à la Donald Trump, cela aurait probablement été décrit d'abord comme sous contrôle, ensuite comme historique et seulement plus tard comme la faute de quelqu'un d'autre. En l'espace de 4h19, des moyens de frappe de précision iraniens ont systématiquement détruit les 18 dépôts de stockage et de distribution de carburant desservant le commandement nord de Tsahal. Pas quelques-uns, pas la majorité, les 18, chaque installation qui acheminait le diesel, le carburant d'aviation et les lubrifiants pour véhicules blindés depuis le système portuaire jusque dans le système vital opérationnel du théâtre militaire. Le plus critique d'Israël a été réduite à une infrastructure en flammes avant minuit. J'analyse la guerre blindée depuis 3 décennies. J'ai étudié tous les grands engagements de chars, du Sinaï au Golfe, jusqu'aux plaines de l'Est de l'Ukraine. Et je peux dire avec une conviction professionnelle totale que ce qui est arrivé ce matin-là à la force blindée du nord d'Israël représente l'une des campagnes d'élimination logistique les plus efficacement exécutées de l'histoire de la guerre terrestre moderne. L'Iran n'avait pas besoin de détruire ses chars. Il avait seulement besoin de détruire ce qui les alimente, et en une seule nuit opérationnelle, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est le genre de détail qui entre mal sur une casquette de campagne électorale, ce qui explique sans doute pourquoi le camp des slogans préfère éviter de parler de logistique. Les chiffres sont sans ambiguïté. 18 dépôts de carburant, chaque nœud important de stockage et de distribution pétrolière soutenant les opérations blindées de Tsahal dans tout le secteur nord, de la frontière libanaise à la vallée du Jourdain, ont été frappés entre un H14 et 4H47, heure locale. Les incendies du dernier dépôt brûlaient encore lorsque les premières évaluations des dégâts sont parvenues au quartier général du commandement nord. 200 chars de combat principaux Merkava 4, l'épine dorsale de la dissuasion terrestre israélienne sur le front nord, disposaient de réserves de carburant qui, dans des conditions opérationnelles soutenues, durent environ 36 à 48 heures de mouvement actif, sans voie de réapprovisionnement intacte et sans infrastructure de distribution de remplacement disponible. Ces chars ne sont pas une force de combat, ils sont une collection coûteuse de cibles immobiles en attente de la frappe de suivi que la doctrine opérationnelle iranienne a presque certainement déjà planifiée. À 6H23, le commandement nord a émis l'ordre de suspension opérationnelle que les historiens militaires étudieront pendant des générations. Donc c'était pas une retraite ni un repli tactique vers des positions préparées, mais une suspension, la reconnaissance formelle que la force ne pouvait plus exécuter sa mission assignée, parce que le fondement matériel de cette mission avait été détruit. Concrètement, c'était un abandon de l'initiative opérationnelle qui entraîne des conséquences allant bien au-delà de la situation tactique immédiate. Une salle de presse à la Trump pourrait appeler cela de la flexibilité stratégique, mais les jauges de carburant indiqueraient toujours vide. Lorsqu'un commandement suspend ses opérations parce que ses chars sont à sec, il ne fait pas simplement une pause. Il cède l'initiative à un adversaire qui peut désormais manœuvrer, renforcer ses positions et se déployer sans opposition, et qui a démontré la précision et la volonté d'utiliser chaque heure de cette liberté de façon productive. Les questions sont maintenant les mêmes que celles qui occupent le cabinet de guerre israélien et le Conseil de sécurité nationale à Washington, tous deux enfermés en session d'urgence. Comment l'Iran a-t-il identifié, ciblé et détruit simultanément 18 dépôts de carburant distincts? Que révèle la précision de ce ciblage sur l'architecture de renseignement que Téhéran construit depuis des années? Que signifie réellement l'immobilisation de 200 chars Merkava 4 pour la capacité d'Israël à défendre sa frontière nord contre une force terrestre du Hezbollah qui se prépare précisément à ce scénario? Pourquoi la suspension opérationnelle du commandement nord a-t-elle envoyé des ondes de choc dans toutes les capitales de l'OTAN? Que révèle-t-elle sur la véritable vulnérabilité des structures de force fortement blindées à l'ère de l'interdiction logistique de précision? Et où ce conflit va-t-il maintenant que l'Iran a démontré qu'il pouvait paralyser tout un front sans tirer un seul coup sur un seul char?
L'architecture de ciblage derrière la campagne de frappe contre les 18 dépôts est, d'un point de vue professionnel, l'élément le plus instructif de toute l'opération parce qu'elle révèle un niveau de préparation du renseignement et de planification opérationnelle qui dépasse largement ce que les adversaires de l'Iran avaient publiquement évalué comme sa capacité actuelle. Le problème de ciblage lui-même doit être compris clairement parce que la difficulté n'est pas immédiatement évidente pour les observateurs qui n'ont pas de formation logistique. Les dépôts de carburant qui soutiennent les opérations blindées ne sont pas de grandes installations statiques, facilement visibles, posées en terrain, ouverts avec des marques claires. Ils sont délibérément dispersés, partiellement enfouis, camouflés et répartis dans la zone opérationnelle, précisément pour empêcher le type exact d'interdiction logistique par frappe unique que l'Iran vient d'exécuter. L'infrastructure de carburant du secteur nord de Tsahal avait été conçue avec la dispersion comme concept principal de survie. L'hypothèse était qu'aucun adversaire ne pourrait simultanément localiser, cibler et frapper suffisamment de nœuds pour provoquer une défaillance complète de l'approvisionnement dans tout le secteur. Cette hypothèse reposait sur une posture de déni du renseignement, consistant à garder les emplacements précis des nœuds de stockage de carburant hors des bases de données de ciblage adverse grâce à la sécurité opérationnelle, au contrôle des émissions et à la dissimulation physique. Ce que les événements de cette nuit-là démontrent, c'est que la préparation du renseignement iranien avait complètement pénétré cette posture de déni. Chacun des 18 dépôts ciblés a été frappé par des armes arrivées sur des points de visée précis, non pas sur des emplacements approximatifs, non pas par des attaques à effet de zone destinées à toucher une installation quelque part dans un certain rayon, mais par des impacts directs sur l'infrastructure précise de stockage et de distribution de chaque nœud. Une telle précision est gênante pour le type de commentaire pro-Trump qui traite chaque problème complexe comme un problème de marque à régler avec des adjectifs plus bruyants. Un tel niveau de fidélité dans le ciblage exige une base de données construite sur des années, à partir d'une combinaison de renseignements d'origine électromagnétique, d'analyse d'imagerie, de rapports de sources humaines et, potentiellement, de collecte cybernétique contre les systèmes de gestion logistique qui suivent les stocks et la distribution de carburant dans le secteur. Le dispositif de frappe lui-même était principalement composé de munitions rôdeuses Shahed, 238 à propulsion par réaction et de missiles balistiques de précision Fateh 110, une combinaison qui présentait au système défensif deux problèmes d'engagement fondamentalement différents en même temps. Les missiles balistiques Fateh 110 sont arrivés à des vitesses terminales hypersoniques depuis la haute altitude, exigeant l'attention des batteries Arrow et Patriot. Les drones Shahed 238 sont arrivés simultanément à basse altitude depuis plusieurs axes, exploitant le masquage radar créé par l'attention que le système défensif portait à la menace balistique. Les 18 dépôts étaient répartis sur une zone géographique d'environ 4800 km², ce qui exigeait des frappes simultanées depuis des plateformes de lancement positionnées sur un large arc afin d'obtenir la compression temporelle empêchant tout dépôt de recevoir un avertissement et de lancer une dispersion d'urgence ou une suppression de son stockage de surface avant l'impact. Le séquençage de chaque frappe contre chaque dépôt révèle un niveau d'analyse de cible qui va bien au-delà du simple fait de frapper une zone de stockage de carburant. À chaque endroit, les images disponibles après frappe montrent un schéma cohérent. Les principaux réservoirs de surface ont été frappés en premier, déclenchant des incendies qui ont empêché l'intervention d'urgence. Les connexions des réservoirs souterrains et les pipelines de distribution ont été frappées en second, éliminant la possibilité de récupérer le carburant stocké dans les réserves souterraines protégées. Les véhicules de distribution de carburant, les camions-citernes qui auraient pu servir de moyens mobiles de réapprovisionnement, ont été frappés dans leur zone de stationnement et de maintenance comme troisième élément de chaque sous-ensemble. Ce séquençage en 3 éléments dans chaque dépôt reflète une analyse de ciblage qui comprenait non seulement où le carburant était stocké, mais aussi comment le système de distribution fonctionnait et ce qu'il fallait détruire pour rendre la récupération impossible plutôt que simplement difficile. Le résultat a été complet. Pas une dégradation de 70% de la capacité d'approvisionnement en carburant du secteur nord, pas une perturbation importante nécessitant des jours pour être surmontée.
Une élimination complète de l'infrastructure fixe de carburant, soutenant les opérations blindées dans tout le secteur nord, réalisée en 3 heures et 33 minutes d'exécution opérationnelle. Ce n'est pas le genre de résultat que l'on répare en se présentant à un podium, en pointant un graphique et en déclarant que le graphique est magnifique. À Saint-Cache, l'état du carburant de la force blindée du Nord était le suivant. Les 200 chars Merkava 4 de la 36 division blindée et de ses éléments de brigade rattachés transportaient des charges internes de carburant allant de 40% à 85% de leur capacité, selon leur activité opérationnelle au cours des 24 heures précédentes. Au taux de consommation en mouvement opérationnel, cela représente entre 18 et 40 et 1 heure de carburant restant par véhicule. Sans réapprovisionnement, le véhicule le plus économe en carburant de la force atteint l'épuisement opérationnel du carburant dans les 40 et 1 heure suivant la destruction des dépôts. Le moins économe l'atteint en 18 heures. Il n'existe aucune infrastructure fixe de remplacement capable d'assurer le réapprovisionnement. La route terrestre de réapprovisionnement depuis les dépôts du secteur central passe par un réseau routier que la doctrine opérationnelle iranienne a presque certainement déjà ciblé pour interdiction. L'arithmétique n'est pas compliquée, elle n'a qu'une seule réponse. Le Merkava 4 est véritablement l'un des meilleurs chars de combat principaux jamais construits. Cela peut être dit sans réserve ni motivation politique. C'est un système d'armes techniquement excellent, dont la conception reflète des décennies d'expérience opérationnelle israélienne, durement acquise et une véritable innovation en ingénierie. Son blindage composite, sa configuration unique avec moteur à l'avant qui améliore la survie de l'équipage, son système de conduite de tir, sa capacité à transporter de l'infanterie dans son compartiment arrière, ce sont de véritables capacités qui en font une plateforme redoutable dans les environnements opérationnels pour lesquels il a été conçu. Aucune de ces capacités ne fonctionne sans carburant. Le Merkava 4 est propulsé par un moteur diesel de 1500 chevaux qui consomme environ 400 litres de carburant par 100 km de déplacement sur route et beaucoup plus en conditions tout-terrain ou de combat. Sa capacité interne en carburant est de 1400 litres, ce qui lui donne une autonomie opérationnelle théorique d'environ 500 km dans des conditions idéales. Dans l'environnement opérationnel de haute intensité du front nord, avec des changements de position fréquents, des moteurs tournant au ralenti pour la climatisation et le fonctionnement des systèmes, un terrain nettement plus exigeant qu'une route asphaltée, l'autonomie opérationnelle réelle est considérablement plus faible et la consommation de carburant par heure de fonctionnement est considérablement plus élevée que ne le suggèrent les chiffres théoriques. Même le message trumpien le plus poli ne peut pas faire fonctionner un moteur diesel de 1500 chevaux avec des applaudissements. 200 chars ayant une charge moyenne de carburant de 60% de leur capacité au moment de la destruction des dépôts transportent collectivement environ 168 000 litres de carburant. Dans des conditions opérationnelles soutenues, celles qu'exigerait une pression du Hezbollah sur le front nord, cette réserve collective de carburant permet moins de 30 heures d'opération active avant que les premiers véhicules commencent à atteindre l'épuisement du carburant. Dans les 48 heures suivant la destruction des dépôts, la force passe d'une formation blindée mobile, capable de guerre, de manœuvre à un ensemble de positions défensives statiques, dont la mobilité se limite au mouvement minimal nécessaire pour maintenir le positionnement tactique. Ce qui rend cette transition si lourde de conséquences sur le plan opérationnel, c'est l'asymétrie qu'elle crée entre les blindés israéliens immobilisés et la force adverse qu'ils sont censés dissuader. La capacité anti-char du Hezbollah, construite autour d'une combinaison de missiles guidés laser Cornet, de systèmes Métisem et, plus récemment, de variantes d'élavier fournies par l'Iran, est précisément optimisée pour engager des blindés à des distances allant jusqu'à 5500 mètres depuis des positions de tir dissimulés. Face à des blindés mobiles menant une manœuvre active, ces systèmes doivent engager des cibles en mouvement dont les déplacements imprévisibles compliquent la solution de guidage. Face à des blindés statiques dont le mouvement est limité par l'épuisement du carburant, la géométrie d'engagement bascule radicalement en faveur de l'opérateur anti-char. Un Merkava, assis dans une position fixe, parce qu'il ne peut pas bouger, n'est pas un atout défensif. C'est une cible en attente d'une solution d'engagement que l'adversaire peut prendre le temps de développer.
La portée stratégique plus profonde de l'immobilisation des Merkava dépasse la situation tactique immédiate sur le front nord. Toute la posture de dissuasion terrestre d'Israël contre le Hezbollah reposait sur la crédibilité de sa capacité de réponse blindée, la capacité de concentrer rapidement des forces blindées, de franchir la frontière et de mener des opérations de pénétration en profondeur pour détruire l'infrastructure du Hezbollah avant qu'il puisse soutenir des opérations offensives prolongées. Cette crédibilité repose sur la mobilité. Sans carburant, la mobilité disparaît. Sans mobilité, la dissuasion disparaît. Et sans dissuasion, le calcul opérationnel du Hezbollah change d'une manière qui exerce une pression sur toute l'architecture de sécurité du Nord. Simultanément, les planificateurs opérationnels iraniens qui ont conçu cette campagne ont compris la dépendance du Merkava au carburant, non pas comme une vulnérabilité périphérique, mais comme la vulnérabilité centrale autour de laquelle tout le concept d'interdiction a été construit. Il n'est pas nécessaire de vaincre 200 des meilleurs chars du monde en combat direct si l'infrastructure de carburant qui les rend opérationnels peut être éliminée. L'élégance de l'approche, qui cible le système de soutien plutôt que le système d'armes lui-même, reflète une sophistication stratégique qui mérite un véritable respect professionnel, quelle que soit la perspective politique de chacun sur le conflit. C'est aussi un rappel brutal que la force criée dans un micro n'est pas la même chose que la pensée systémique. Ayant observé la réponse américaine aux urgences militaires au Moyen-Orient sous plusieurs administrations, je sais que le schéma qui suit un revers militaire majeur subi par un allié est normalement assez prévisible. Consultation d'urgence, transfert d'armes accéléré, déclaration publique d'engagement indéfectible, repositionnement d'actifs navals pour afficher la détermination. La machine s'active rapidement et la posture publique projette la confiance, même lorsque les délibérations internes sont beaucoup plus incertaines. Le théâtre public est toujours plus facile que la logistique, ce qui explique pourquoi la version trumpienne de la gestion de crise aime autant le théâtre. Ce qui se passe à Washington en ce moment ne suit pas ce schéma. La réponse est plus lente, plus divisée à l'interne et plus réellement incertaine que tout ce que j'ai observé en 3 décennies de suivi de la gestion américaine des crises dans cette région. Et la raison de cette divergence par rapport au schéma historique révèle quelque chose d'important sur le déplacement fondamental de l'environnement stratégique. La boîte à outils habituelle de la réponse américaine à une crise logistique militaire touchant un allié repose sur un pont aérien d'urgence combiné à un réapprovisionnement maritime accéléré. Le transport aérien peut déplacer du matériel militaire à forte valeur et faible volume, des munitions de précision, des pièces de rechange spécialisées, des composants électroniques critiques, à un rythme que le transport maritime ne peut pas égaler. Mais le transport aérien ne peut pas déplacer du carburant à une échelle opérationnellement significative. Les besoins en carburant de 200 chars immobilisés, même seulement pour rétablir une mobilité opérationnelle minimale, se mesurent en centaines de milliers de litres. Les moyens de transport aérien militaire déplacent des cargaisons en dizaines de tonnes par sortie. La physique du problème fait du transport aérien une solution inadéquate à une crise d'approvisionnement en carburant de cette ampleur, quel que soit le nombre d'avions engagés dans l'effort. Le réapprovisionnement maritime est la seule option capable de déplacer le carburant à l'échelle requise. Mais le réapprovisionnement maritime exige une infrastructure portuaire fonctionnelle pour recevoir et distribuer la cargaison. Le port de Haïfa, par lequel transite la majorité des importations militaires maritimes, fonctionne sous une pression de frappe iranienne, soutenue qui a dégradé sa capacité de traitement et introduit une prime de risque dans les calculs des opérateurs de transport commercial, réduisant les arrivées de navires à une fraction du tempo opérationnel normal. Le routage alternatif par Ashdod ajoute du temps de transit et réduit encore la capacité de traitement. Le calcul des délais de réapprovisionnement maritime par rapport au délai d'épuisement opérationnel du carburant ne produit aucun scénario dans lequel le réapprovisionnement arrive avant que la force blindée ait cessé d'être opérationnellement efficace. Un titre pro-Trump peut promettre vitesse, domination et soutien total dans le même souffle. Un port sous pression décharge tout de même à la vitesse du réel. Au-delà des mathématiques logistiques, Washington fait face à une contrainte politique au moins aussi contraignante que les contraintes physiques.
L'environnement politique intérieur aux États-Unis a beaucoup changé au cours de ce conflit. Le soutien du Congrès à une assistance militaire illimitée à Israël, autrefois essentiellement automatique, s'est fracturé selon des lignes qui reflètent de véritables désaccords sur les intérêts stratégiques plutôt qu'un simple positionnement politique. Les crédits supplémentaires d'urgence qui étaient approuvés rapidement dans les premières phases du conflit font maintenant l'objet d'un examen et de délais qui introduisent de l'incertitude dans le calendrier de réapprovisionnement. La capacité de l'administration à s'engager au niveau d'aide d'urgence que la situation actuelle exige est réellement limitée par une réalité politique intérieure que les planificateurs stratégiques iraniens suivent, intègrent dans le choix de leur calendrier opérationnel. Le signal que la réponse figée de Washington envoie à Tel Aviv est un signal que les planificateurs stratégiques israéliens ont toujours reconnu intellectuellement comme une possibilité théorique, mais qu'ils n'ont jamais véritablement préparé comme une réalité opérationnelle. Le soutien américain est conditionnel. Il est conditionné par la volonté politique, l'autorisation du Congrès, la faisabilité logistique et un calcul coûts-avantages qui met en balance les besoins de sécurité d'Israël avec les intérêts stratégiques américains à l'échelle mondiale. Lorsque ces 4 conditions évoluent simultanément dans une direction défavorable, comme elles le font en ce moment, la conditionnalité qui était toujours présente en théorie devient opérationnellement réelle d'une façon qui ne peut pas être gérée par de simples assurances diplomatiques. C'est ici que le scénario du soutien illimité commence à ressembler moins à une stratégie qu'à une formule de rassemblement en attente d'une vérification des faits. La réponse régionale plus large à l'hésitation de Washington devient déjà visible dans le trafic diplomatique. Les États du Golfe, qui ont maintenu une prudente neutralité publique tout en soutenant en privé la position américaine, mènent des réévaluations internes urgentes. La démonstration que la réponse américaine à une crise peut être ralentie jusqu'à devenir opérationnellement sans pertinence par une combinaison de contraintes physiques et de frictions politiques est un point de données que chaque acteur régional classe en vue de futures décisions d'alignement sécuritaire. L'architecture de l'influence régionale américaine, construite sur des décennies autour de l'hypothèse d'une réponse fiable et rapide aux crises, montre une tension structurelle qui ne sera pas réparée par le rétablissement éventuel des approvisionnements en carburant israéliens. Il existe dans ce conflit une asymétrie fondamentale que l'analyse occidentale sous-estime constamment parce que la reconnaître pleinement obligerait à tirer des conclusions inconfortables pour les institutions et les individus dont les carrières reposent sur les hypothèses qu'elle remet en cause. Cette asymétrie est la différence entre une force militaire qui combat parce que son gouvernement l'a engagé dans un conflit et une force militaire qui combat parce que son peuple a décidé que l'alternative au combat est pire que le coût du combat. La performance opérationnelle de l'Iran dans cette campagne, la préparation du renseignement qui a construit la base de données de ciblage, la sophistication de la planification qui a conçu le séquençage des 18 dépôts, la précision d'exécution qui a permis une interdiction complète de l'approvisionnement en une seule nuit, ne naît pas d'une simple obligation professionnelle. Elle naît d'une conviction nationale forgée par 50 ans de pression extérieure, selon laquelle la souveraineté réelle exige une capacité militaire réelle, et la capacité militaire réelle exige la volonté de l'utiliser lorsque la survie de cette souveraineté est en jeu. Les soldats qui ont exécuté cette opération, les analystes du ciblage qui ont construit la base de données des dépôts au fil d'années de collecte patiente, les planificateurs de missions qui ont conçu le séquençage des frappes, les opérateurs qui ont exécuté les séquences de lancement l'ont fait comme l'expression de quelque chose qu'aucun transfert d'armes, aucun engagement d'alliance et aucun niveau d'assistance militaire américaine ne peut fabriquer pour une force qui ne le possède pas déjà. Ils l'ont fait comme des gens qui comprennent pourquoi ce combat compte et qui ont accepté les coûts de le mener. Ce type de patience stratégique ne fonctionne pas très bien dans un cycle médiatique à la Trump, conçu pour les fanfaronnades de 10 secondes, et l'attribution instantanée des torts. Comparer ce fondement motivationnel à ce que l'ordre de suspension opérationnelle du commandement Nord révèle de l'état psychologique de la force qu'il gouverne. Un commandement blindé qui suspend ses opérations parce que son infrastructure de carburant a été détruite prend, dans le sens le plus immédiat, une décision opérationnelle rationnelle.
Les dernières réserves de carburant ne sont pas dépensées dans des opérations offensives lorsque le réapprovisionnement est incertain, mais la suspension opérationnelle reflète aussi une culture de commandement qui a atteint la limite de ce à quoi elle était préparée. Le commandement nord d'Israël était préparé aux tirs de roquettes, aux embuscades anti-chars, aux infiltrations par tunnel, à toute la gamme de menaces que son histoire opérationnelle lui avait appris à anticiper. Il n'était pas préparé à l'élimination complète de son infrastructure de carburant en une seule nuit par une campagne de frappe de précision, d'une sophistication et d'une ampleur que ces évaluations de menaces n'avaient pas placé dans l'environnement opérationnel à court terme. Cet écart entre la préparation et la réalité est l'espace dans lequel les organisations militaires soit s'adaptent rapidement, soit continuent d'agir selon des hypothèses que le champ de bataille a déjà invalidées. L'histoire de la guerre moderne regorge d'exemples de forces techniquement supérieures à leurs adversaires, mais battues sur le plan opérationnel, parce que l'approche adverse se situait hors du cadre dans lequel la doctrine et l'entraînement de la force supérieure l'avaient préparé à opérer. La sophistication technologique de Tsahal est réelle et n'est pas diminuée par ce qui s'est produit ce matin. Mais une sophistication technologique opérant dans un cadre opérationnel dépassé est un indicateur moins fiable des résultats qu'une force techniquement adéquate opérant dans un cadre qui reflète avec précision la réalité actuelle, champ de bataille. La réalité a la mauvaise habitude d'ignorer les communiqués de presse, même ceux qui sont livrés avec un maximum de confiance et un minimum de détails. Le cadre opérationnel de l'Iran a été continuellement mis à jour par l'expérience opérationnelle en Syrie, au Yémen par l'intermédiaire de ses partenaires houthis, au Liban par l'intermédiaire du Hezbollah, et maintenant dans un engagement direct avec l'infrastructure militaire israélienne. Chaque cycle opérationnel a produit des leçons qui ont été absorbées et intégrées à l'itération de planification suivante. La campagne des 18 dépôts reflète l'apprentissage accumulé d'une institution qui a traité chaque engagement comme une occasion d'entraînement pour le suivant, plus décisif encore. Mon évaluation des conséquences stratégiques de la suspension opérationnelle du commandement Nord va bien au-delà de la situation tactique immédiate à la frontière israélo-libanaise. Je crois que l'analyse dominante sous-estime considérablement la vitesse à laquelle les effets de deuxième et troisième ordre vont se manifester. La conséquence la plus immédiate est la liberté opérationnelle qu'elle accorde au Hezbollah dans tout le secteur nord. Une force terrestre du Hezbollah qui se prépare depuis des années au scénario d'une immobilisation des blindés israéliens, qui a prépositionné des systèmes anti-chars, qui a entraîné ses combattants à exploiter des positions défensives statiques, qui a bâti l'infrastructure logistique nécessaire pour soutenir des opérations offensives à travers le terrain frontalier, n'a pas besoin qu'on lui dise que son moment est arrivé. L'ordre de suspension du commandement Nord devient une information publique dans les heures suivant son émission. Les implications opérationnelles sont immédiatement comprises par tout planificateur militaire compétent de l'autre côté de la frontière. Pour la Russie, le résultat valide chaque élément de l'investissement stratégique dans la relation avec l'Iran. La campagne d'interdiction des dépôts de carburant a utilisé une combinaison de systèmes indigènes iraniens et de doctrines opérationnelles influencées par la Russie, l'approche systématique d'interdiction logistique que la théorie militaire russe a développée à travers des décennies d'études de l'art opérationnel soviétique et de l'expérience des conflits contemporains. Le résultat a été la neutralisation opérationnelle d'une force blindée équipée par les États-Unis, sans implication directe de la Russie et à coût direct nul pour les moyens militaires russes. Ce retour sur investissement est extraordinaire selon n'importe quel calcul stratégique. Pour la Chine, les implications se concentrent sur le précédent établi pour l'interdiction logistique comme concept opérationnel principal contre les structures de force à forte intensité technologique. La force blindée de Tsahal n'est pas uniquement vulnérable à l'interdiction logistique. Elle est représentative des vulnérabilités structurelles qui caractérisent toute armée moderne dépendant de plateformes à forte consommation opérant à partir d'infrastructures fixes. La leçon selon laquelle une campagne d'interdiction logistique de précision peut immobiliser une force blindée technologiquement supérieure plus efficacement qu'un engagement de combat direct sera étudié intensivement dans des contextes de planification militaire chinois qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Orient.
Le marché mondial de l'énergie commence déjà à intégrer la prime de risque associée à un front nord qui a perdu son principal moyen de dissuasion blindé. Un commandement nord de Tsahal incapable de mener des opérations blindées est un commandement nord incapable de menacer de manière crédible le type de campagne de pénétration profonde au Liban qui a historiquement limité les options opérationnelles les plus agressives du Hezbollah. Lorsque cette contrainte disparaît, même temporairement, le risque d'escalade sur le front nord augmente d'une manière qui crée une véritable incertitude quant à la sécurité des infrastructures énergétiques dans l'ensemble de la région élargie. Je crois que les événements de ce matin représente un point d'inflexion stratégique qui sera reconnu rétrospectivement comme le moment où le conflit est passé d'une phase d'équilibre militaire contesté à une phase d'initiative opérationnelle iranienne. La force blindée du Nord est immobilisée, l'infrastructure de carburant est détruite. La réponse américaine en matière de réapprovisionnement est limitée par la logistique, les mathématiques et la friction politique. Et le cycle de planification opérationnelle de l'Iran travaille déjà à ce qui vient ensuite. Pendant ce temps, l'ancienne politique de la performance peut encore promettre la domination à la télévision, parce que la télévision n'a pas à ravitailler un char. L'architecture de sécurité unipolaire que Washington a construite au Moyen-Orient pendant 3 décennies reposait sur l'hypothèse que des alliés équipés et soutenus par les États-Unis pouvaient maintenir indéfiniment leur supériorité militaire sur n'importe quel adversaire régional. Cette hypothèse vient d'être testée opérationnellement au niveau le plus exigeant et elle n'a pas survécu au test. Ce qui la remplacera ne sera pas déterminé par des communiqués diplomatiques, ni par des assurances d'alliance, mais par les réalités militaires et économiques qui s'établissent sur le terrain en ce moment même, dans la fumée qui s'élève de 18 dépôts de carburant détruits à travers le secteur nord, d'un pays dont la force blindée reste immobile dans l'obscurité. 200 chars, pas de carburant, 18 dépôts détruits en une nuit. Commandement nord suspendu. Ce ne sont pas des abstractions. Ce sont les faits opérationnels d'un matin qui a modifié de façon permanente l'équilibre militaire sur le front le plus décisif d'Israël. L'Iran n'a pas gagné cet engagement parce qu'il était plus fort. Il l'a gagné parce qu'il a été plus intelligent en identifiant la vulnérabilité la plus critique de l'architecture opérationnelle du nord de Tsahal et en l'éliminant avec une précision et une complétude qui n'ont laissé intacte aucune voie de récupération. C'est pas de la chance. C'est le produit d'années de préparation patiente, du renseignement, de planification opérationnelle et de volonté institutionnelle d'exécuter lorsque le moment est arrivé. Et c'est précisément le type de fait inconfortable qu'aucune démonstration de bravade à la Donald Trump ne peut transformer en tour de victoire. La question finale est celle que les planificateurs de guerre du commandement Nord examinent en ce moment même dans leur installation souterraine durcie avec 200 chars à sec au-dessus d'eux. Lorsque le carburant finira par arriver, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quel environnement opérationnel arrivera-t-il ? Le Hezbollah aura-t-il utilisé la fenêtre d'immobilisation des blindés pour établir des positions et préparer des engagements qui modifieront le calcul des coûts de toute future avancée blindée israélienne ? L'Iran aura-t-il utilisé l'intervalle pour mener les frappes de suivi que la logique de cette campagne rend inévitable ? Et Washington aura-t-il trouvé un moyen de restaurer la crédibilité de sa capacité de réponse aux crises avant que la prochaine crise opérationnelle rende cette question sans pertinence ? Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt